Yann Arthus Bertrand, bonjour. Bonjour. Vous faites événement avec les images de la Suisse vue du ciel, avec aussi un remarquable document sur Maman Marie-Thérèse et ses orphelins au Congo. Mon idole. On va parler de ça, de votre extraordinaire parcours de photographe, figure mondiale de l'écologie. Home a été vu par combien de gens? On dit 600 millions de personnes. Ouais, c'est pas mal. Pas mal, oui. Je regardais les dates, vous avez 68 ans en 2014, Yann Arthus Bertrand. Quand on regarde tout ce que vous avez fait, la liste des films, les expositions, les films à venir, vous n'avez pas chômé? En fait, je fais un métier que j'adore. Ouais. C'est un métier de rêve. Je crois que je travaillerai, je tournerai jusqu'au bout. Et c'est vrai que j'adore mon métier. Je pense que j'ai une chance incroyable et ça tient en vie, ça. Et vous savourez toujours maintenant la chance. Encore plus qu'avant. Ouais. Encore plus qu'avant parce que je m'intéresse plus aux gens encore. Et je parle de choses peut-être plus simples, qui vont plus directement au cœur et ça me nourrit plus encore. Vous m'avez dit, j'ai été un petit con. Avant d'être Yann Arthus Bertrand, vous étiez un jeune homme turbulent, violent. Ouais, j'étais un gosse qui a fait 14 écoles, qui était un rebelle contre la société. Et puis un jour, j'ai découvert une femme qui m'a montré la voie, voilà, quand j'avais 20 ans, et qui m'a vraiment fait ce que je suis aujourd'hui. Vous aviez 20 ans, on en avait 40. Oui, oui. Elle vous a appris Oui, quoi? c'était la mère de mon meilleur ami, c'est une drôle d'histoire. Je suis resté très ami d'ailleurs avec mon copain, je le vois encore. Je vais le voir bientôt. Et c'était une incroyable histoire d'amour. Pas facile de vivre avec quelqu'un qui a 20 ans de plus que soi dans les années 70. C'était pas très à la mode. Qu'est-ce que vous avez découvert avec elle? Elle m'a appris la nature, les animaux, peut-être les choses essentielles de la vie, que j'avais pas, sans doute que mes parents connaissaient, mais que j'avais pas envie d'entendre d'eux, tout simplement. J'étais un gosse très turbulent, j'avais fait 14 écoles, j'étais viré de partout. Et donc j'avais des relations extrêmement tendues avec mes parents. Je suis parti de chez moi à 17 ans. Voilà. L'amour de la nature, une réserve zoologique où vous avez travaillé. Ouais. Vous avez une vie très très romanesque. Quand on photographie des lions pendant 3 ans, chaque jour, la même famille de lions. La même famille, tous les lions, tous les jours. C'est extraordinaire. Oui, en même temps, c'était un moment de bonheur. J'étais très amoureux de ma femme, Anne, qui était encore avec moi aujourd'hui, ou je suis encore avec elle aujourd'hui, c'est elle qui est restée avec moi. Et c'était surtout la découverte de la photographie, la découverte de la patience, de la beauté, de la recherche, de travailler de comprendre comment vivaient ces animaux. Je crois que c'était peut-être le moment le plus heureux de ma vie. Voilà. Et je faisais de la montgolfière pour gagner ma vie, donc je découvre aussi la photographie aérienne, et tout part de là, enfin, quand tout part de ces 3 ans au Kenya, dans le Masai Mara, où j'ai construit ma maison. C'était une vie incroyable. Romanesque aussi, votre survie. Il y a ce moment incroyable, vous suivez le Paris-Dakar. Pendant des années, vous l'avez fait. Ah oui. Et puis un jour, vous auriez dû monter dans l'hélicoptère. Ouais, on faisait un livre sur le Dakar, et Thierry Sabine, par contrat, devait me prendre tous les jours dans l'hélicoptère. Il avait signé un contrat. Et un jour, il me dit, écoute, il y a le chanteur qui vient, il l'appelait le chanteur, Balavoine qui vient, est-ce que tu peux lui donner ta place? Et je lui ai donné, et c'est le jour où ils se sont crachés. Vous y pensez, ça encore, que vous auriez pu être là? Non, mais j'y pense surtout que j'ai eu un accident sur le Nouvelle-Orléans pendant Katrina, où je me suis crashé avec un hélicoptère, et c'est un miracle qu'on soit en vie. Et pendant 1 minute, j'ai vu l'hélicoptère tomber en vrille à toute vitesse. Et d'ailleurs, j'ai pas vu du tout ma vie défiler. J'ai surtout vu comment on allait sortir de cette vrille terrible. Et à la fin, l'hélicoptère est tapé dans un arbre. On est tombé, il y avait de l'eau partout. Il y avait une petite maison, et l'hélicoptère s'est cassé en deux sur une maison. Et les Américains sont arrivés, parce que c'était un moment où ils enlevaient les réfugiés climatiques avec des filins. Et donc, ils sont arrivés. Ils m'ont dit, c'est un miracle que vous soyez en vie, on était sûr que vous étiez mort. On se dit quoi? On se dit le reste de la vie, c'est durable? Oh, je crois que tous les jours, c'est comme ça. Ouais. Je crois que tous les jours, il faut se dire, vive l'instant présent. C'est une chose que j'ai appris d'ailleurs en vieillissant. Mais quand on se rapproche un peu de la fin, donc c'est vrai qu'on a tendance à profiter un peu plus. Les petits-enfants, et puis ce que je fais en ce moment me nourrit tellement, on me donne tellement de choses. Alors, c'est ce film que je suis en train de faire, que ça me... Oui, je suis obsédé par ce film, je suis envahi par ce film. Alors, les airs, ça a vraiment donné un nouveau sens à votre vie. Vous parliez du ballon, et puis la Terre vue du ciel, ça a été un succès inouï. Oui, complètement inattendu. Donc ça, c'est 99, 99, oui. Ça a basculé. Oui, parce que d'un seul coup, je suis devenu quelqu'un de connu, j'ai fait de la télévision, j'ai eu les moyens de... Avant, j'étais un photographe, et toujours, on est un photographe indépendant, on a toujours peur de dépenser de l'argent, on n'y arrive pas. J'avais hypothéqué ma maison pour faire la Terre vue du ciel, puis d'un seul coup, je vends 3 500 000 livres, donc j'ai un peu d'argent qui me permet de créer une fondation, de faire ce que j'aime, de commencer le projet 6 milliards d'autres, voilà, de me sentir beaucoup plus libre. La nouvelle pour la Suisse, c'est que vous appliquez un peu la recette à la Suisse vue du ciel. Alors c'est une recette, c'est le premier film qu'on fait comme ça sur la Suisse,
un jour, le Swiss Tourisme m'appelle, est-ce que tu veux faire des photos sur la Suisse? Et je lui dis, écoutez, je suis en train de tourner un film en ce moment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir filmer en même temps. Et peut-être que je me servirai de ces images, alors en faire un échange. Je vais travailler pour vous, puis en échange de quoi, je pourrais garder mes images pour mon film. Alors, ils me disent, d'accord. C'est un deal. Ouais, c'est un deal, Ouais. voilà. Donc, Évidemment, vous ne laissez pas faire. Vous êtes Yann Arthus Bertrand. Il voulait faire un truc un peu plus commercial par canton, etc. Ouais, Vous dites, je fais ce que je veux. Oui, oui, vous me laissez la complète liberté et je Voilà. vous fais un film. Et je dois dire que j'étais soufflé, mais soufflé par la beauté de la Suisse. Alors, c'est vrai, je suis quelqu'un d'enthousiaste. J'ai découvert un pays que je ne connaissais pas. J'avais été comme tout le monde. Et puis d'un seul coup, j'ai découvert un pays de montagne, un pays où on sent que les gens que c'était un pays pauvre. On va avec voir, des on va voir le paysans. résultat. Et Voilà. Arthus Bertrand, par extrait, premier extrait, c'est le début de votre Et film. pas de commentaires, que de la musique. C'est bien compris. C'est super. Yann Arthus Bertrand, les vaches, les funiculaires, Oui, ça c'est- rappelle des souvenirs d'enfance à tous les mais Suisses. Pour vous, c'était une découverte. Vous connaissiez mal la Suisse. Mais Hein. c'est drôle parce que la Suisse ressemble à ce qu'on croit. Quoi. J'ai découvert la Suisse que j'avais envie de voir. Mais surtout, alors, mes parents, ces petites maisons qui sont posées comme des maisons de Lego. Dans l'air, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Et surtout, il y a une nature incroyable. C'est comme c'est un pays de vallées, qu'on est souvent dans les vallées. L'aspect souvent... encaissé de la Suisse, ça vous a frappé. C'est vraiment. Ah oui, oui. Ouais. Il y a beaucoup d'hélicoptères en Suisse pour transporter les gens. Oui, moi je me souviens, il y avait une équipe qui me suivait en voiture. Il faisait 4 heures que nous on faisait une demi-heure. Ah. Mais j'étais surtout soufflé par la beauté. Alors je me suis demandé pourquoi j'étais si étonné par cette beauté. Et parce qu'il n'y a pas de publicité. Ça c'est une chose. Il y a Il y pas a peu de publicité, il y a moins pas de panneaux dans Ah oui, beaucoup mais de- et j'ai découvert, comme souvent d'ailleurs, hein, et c'est ça qui est formidable avec l'image aérienne, la photographie. On comprend comment les gens vivent, on comprend ce qu'ils mangent, comment ils se déplacent, on comprend s'ils sont riches. Il y a vraiment une espèce de vision Vous un avez peu filmé- idyllique d'un pays. Vous avez filmé la Terre entière. Hein. La Suisse, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à la Suisse. Ça ressemble vraiment à l'image qu'on trouve sur les boîtes de chocolat. C'est-à-dire les vaches, la montagne, les glaciers. Puis alors, La vache Milka, vous me disiez, on est tout de suite dans le chromo. Hein. Il y a Et pas surtout, de- puis des petites fermes, on sent que c'est une vie pas si facile que ça. Je voyais des paysans qui avaient 20, 30 vaches. On me dit, non, mais ils sont très aidés. Ils sont peut-être aidés, mais n'empêche que c'est une vie difficile. Le grand art, c'est que même quand c'est des choses 1000 fois filmées, c'est du Yann Arthus Bertrand. On va voir le château de Chillon, par exemple, la région lémanique. Il y a un petit côté paradisiaque. Il faut dire ce que c'est. Hein. Ce sera diffusé partout, dans les avions, etc. La Suisse vous devra pas mal. C'est si paradisiaque. Mais ce qui est formidable, c'est beaucoup recevoir, prendre un plaisir formidable à faire ça.
plaisir à le monter, mais le plus grand plaisir, c'est quand on le projette et que les gens autour de vous sont contents. On a l'impression de redonner tout ce qu'on a reçu. Vous avez photographié tout. Hein. Alors, on parlait des lions, mais vous avez fait aussi des gorilles, des chimpanzés, François Mitterrand, des vues aériennes, des choses très près du sol. Vous avez tout fait. Hein. Pas tout fait, mais j'ai pas fait de pub, j'ai pas fait de mode, j'étais un photographe de reportage. Ah. Voilà, la photo, ça nous permet de faire tout ce qui vous intéresse. C'est un Et métier puis, de curieux. La nature et les gens, dans le film que vous préparez, Human, le mélange sera très frappant. Hein. Alors, il y a des vues de très loin et puis des visages en très gros plan. Ça, c'est votre marque de fabrique. Oui, c'est la suite de Home. En fin de compte, c'est assez difficile à expliquer, hein, mais c'est un mélange d'interviews où les gens vous disent les choses les plus fortes qu'ils ont sur le cœur, qui vous font grandir, sur le pardon, sur l'amitié, aussi sur la guerre, sur l'homophobie, sur la pauvreté. Ça va pas être un film facile. Et en même temps, c'est la beauté des gens et la beauté des paysages. La beauté des paysages suisses, on y revient. La montagne, évidemment. Les glaciers, alors, ce côté très minéral de la Suisse. Vous avez fait un film poétique. Hein. Vous avez même mélangé des images de plusieurs régions de Suisse. Oui, on n'a pas du tout... Il n'y a pas de chronologie. Voilà. On reste dans les montagnes. Et Arthus Bertrand, j'adore ce ralenti, qu'on prenne le temps de voir. Parce qu'en télévision, au cinéma, on va vite là, j'ai envie qu'on prenne le temps de découvrir, de s'extasier. Filmer ça, c'est une aventure technique aussi. Hein. L'hélicoptère, il ne faut pas que ça bouge, etc. C'est des caméras très sophistiquées qui viennent de l'armée américaine, qui empêchent les vibrations, qu'on appelle des cinéflex, dont je me sers depuis une dizaine d'années déjà. Yann Arthus Bertrand, Human, c'est le film que vous préparez. Oui. Ce sera une petite partie là, ce qu'on a vu, qui sera intégrée dans ce film-là, peut-être. Suite d'une très longue carrière. Rappelez un peu d'où vous venez, français, pur sucre, hein, avec même un petit côté un petit peu vieille France, hein, la maison de médailles que vos parents possédaient. Elle existe toujours. Oui, bien sûr, c'est mon cousin qui s'en occupe. Non, mais ce qui est formidable, c'est que mon arrière-arrière-grand-père était éditeur de livres. Et il faisait exactement ce que je fais maintenant. J'ai chez moi un livre qui s'appelle « Voyage en Abyssinie ». C'est vraiment ce que je fais, j'explique le monde. Alors, ils gravaient sur bois, les gravures, et après, ils sont gravés sur métal. Et c'était les grands fabricants de médailles militaires et de décorations français. Quand vous avez reçu vous-même la Légion d'honneur, vous êtes couvert de médailles. Hein. Vous êtes comme un général soviétique, vous êtes commandeur du truc, etc., arts et lettres. Il y avait une émotion quand même de voir sur vous ces médailles que vous avez vues au magasin. C'était surtout l'émotion d'embrasser ma maman. Voilà. Que j'avais beaucoup, qui avait beaucoup souffert dans ma jeunesse. Et, je me suis excusé d'ailleurs d'avoir été un gosse si dur. Et sa réponse je suis arrivé. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Je suis arrivé un jour en pleurant. J'avais 60aine d'années. Je lui dis, maman, voilà, je sais que tu as beaucoup pleuré. Elle me dit, mais elle a rigolé. Elle me dit, il y a longtemps que je t'ai pardonné. On pardonne tout à ses enfants. Ça m'a soulagé. Vous êtes parti de la maison à 17 ans. Oui. Vous étiez vraiment dur, hein, dur en affaires avec vos parents. Hein. Oui, je ne supportais pas l'école de l'autorité. Donc, c'était des conflits en permanence. J'en pouvais plus. Mes parents étaient malheureux et moi aussi. Là, vous rêviez de quoi à 17 ans? Je sais pas, je rêvais au jour le jour. Vous vouliez faire du cinéma? Non, oui, je voulais devenir acteur. Et c'est drôle parce que je voulais vraiment devenir acteur. Je me souviens, on était nettoyer les studios de Boulogne avec un balai. J'ai fait ça pendant 6 mois. Après, j'étais assistant, après 3e assistant. Puis un jour, il y avait un test. Comme quoi, on peut toujours réaliser ses rêves. Il faut essayer, quoi. Voilà. Vous êtes toujours partant. Hein. Quand on voit votre vie, vous avez profité d'une situation pour pousser une autre. Très mais dans le bon sens du terme. Vous aimez ce mot, hein? C'est-à-dire que je pense que pour réaliser... c'est un métier difficile de faire du cinéma, surtout le cinéma que je fais qui est un cinéma engagé, pas commercial. Donc voilà, il faut essayer de le vendre aux bonnes personnes. Mais je le fais par passion, puis je rencontre des gens autour de moi on aime la même chose, donc on partage. La suite de l'histoire, vous l'avez racontée par touche, hein, rencontre avec une femme qui vous aide beaucoup, la photographie animalière, l'Afrique.
ça vous a beaucoup occupé. Je me sens très africain. Je me sens très africain et il y a de profiter de l'instant présent, j'adore l'Afrique, j'adore les Africains et je me sens un peu africain, même si on n'est pas africain. Alors, l'Afrique vous a beaucoup donné. Vous lui donnez maintenant en retour. Il y a ce documentaire extraordinaire sur cette femme, Maman Marie-Thérèse, qui tient un orphelinat. Vous êtes tombée affectivement amoureuse d'elle. J'étais parti au Congo tourner et le dernier jour, j'ai visité un orphelinat où il y avait 60 enfants dont les parents sont morts, qui ont été abandonnés, qui ont le sida, qui sont handicapés. Et dans cet endroit, qui vivent dans un petit taudis minuscule, il y avait de l'amour, il y avait quelque chose d'incroyable. Je suis sorti de là en pleurs, en me disant comment on peut les aider. Donc on a créé une association, et puis voilà, je pars ce soir voir demain le président du Congo pour qu'il me donne un terrain. Et dire, si ce film vous touche, on a créé une association en Suisse pour aider ces enfants. Association Badao, voilà. Il y a une très jolie séquence où vous parlez justement de l'amour, de l'amitié entre les enfants. Ouais. Oui, je leur demande de se photographier avec leurs meilleurs amis, mais ils sont tous meilleurs amis. Donc ils sont tous ensemble. J'arrive pas à les photographier 2 par 2, ils sont trop. Alors la séquence. Allez, regarde-moi. Mon général, mon général. Attention, regardez-moi. Les photos des amis. Je sens tellement que ces enfants sont unis pour la vie, qu'ensemble ils en deviennent magnifiques. Alors j'ai envie de saisir cette tendresse entre chaque meilleur ami. Mais le problème, c'est qu'ils sont tous meilleurs amis. Lui, ça fait 4 fois qu'il vient avec ses amis. Il a 4 meilleurs amis, lui. Je veux prendre ton meilleur ami. Prends ton meilleur ami. Oui. C'est qui mon meilleur ami? C'est lui. Elle parle. Je te le laisse, hein? Rien. Maman, Et toi, t'es comme tous les parents du monde, hein. T'es comme tous les parents du monde. Qu'est-ce que vont faire mes enfants? Est-ce qu'ils vont réussir dans la vie? Est-ce qu'ils vont être heureux? Est-ce qu'ils vont gagner leur vie? Tous les parents s'angoissent. Toi, le problème, c'est que t'en as eu 200. Ils sont nombreux. Oui, voilà. Je suis rassurée dans ce sens que l'arbre que j'ai planté pousse. Parfois, les branches sont maigres, mais il est là vivant. C'est une femme formidable. Elle a élevé 200 enfants et surtout, elle irradie de bonheur et de tendresse. C'est ces enfants qui vivent Les à enfants 30... aussi, hein. Vous dites qu'ils ont tous les meilleurs du monde et ils sont heureux. Ces enfants, ils vivent à 30 dans une... Regardez le film sur mon site, vous verrez, mais il y a un tel amour, elle irradie de tendresse. Et ces enfants ont l'air plus heureux que les nôtres. Et ça qui m'avait frappé. Et voilà, mais en même temps, je n'apporte que le matériel. C'est elle qui fait tout. Hein. On parlait de votre âge au début. Il y a une douceur qui vient, parce que vous parliez du petit conte quand vous étiez de 18 ans, ensuite vous avez été quand même quelqu'un de très combatif. Hein. Au moment de votre vie où vous êtes, il y a une forme de douceur, on redonne un peu de ce qu'on a reçu? Je pense que je suis arrivé à un âge, j'ai des petits-enfants, il y a l'âge où on est pressé de faire ce qu'on a à faire, et puis je veux aller à l'essentiel. Et puis réussir sa vie professionnelle, c'est pas difficile, on peut y arriver. Mais réussir sa vie d'homme, c'est un peu plus compliqué, voilà. Et on n'y arrive pas, mais j'essaye. La conscience écologique, vous le dites très franchement, elle n'a pas toujours existé chez vous. Hein. Vous avez, quand vous gériez par une réserve naturelle, vous n'avez pas toujours la conscience des choses. Elle est venue petit à petit. D'abord, la vraie conscience écologique, elle est arrivée à Rio il y a une vingtaine d'années, quand les premières conférences de Rio. Et même le réchauffement climatique, on a commencé à en parler en 2000 avec le film d'Al Gore. Avant, on n'en parlait pas du tout. Dans votre vie, hein, vous êtes venu, vous ne mangez plus de viande, par exemple? Oui, pourquoi? Parce que d'abord, la souffrance animale. C'est drôle parce que je le savais, je l'ai vu, j'ai fait des films sur les abattoirs. D'ailleurs, ce qui est étonnant, on n'arrive pas à filmer les abattoirs et les élevages industriels. On ne peut pas faire rentrer les caméras. Ce qui montre bien qu'il y a un truc qui est gênant pour tout le monde. Vous dites ce qu'on n'arrive pas à filmer, c'est toujours intéressant. C'est que ça dérange. Et j'ai vu un film qui s'appelle Alma, qu'on peut voir sur Internet, qui m'a fait réfléchir. Et d'un seul coup, je me dis, je dois devenir végétarien. Comme quoi, il a fallu 10 ans pour que d'un seul coup, ça me touche. C'est pour ça que c'est pas facile.
Et puis surtout, la viande, c'est 15% des gaz à effet de serre. Donc, Pachauri, qui est le docteur Pachauri, le patron du GIEC, qui est le scientifique qui chiffre chaque année le niveau de CO2, dit la chose la plus simple qu'on peut faire, c'est manger moins de viande. Donc, voilà, c'est assez facile à faire. Il y a des chiffres que vous donnez qui sont très frappants sur la masse que représente aujourd'hui l'humanité par rapport au reste de Moi, la vie. quand je suis né, on était 2 milliards. Aujourd'hui, on est 7 milliards. Alors, ce n'est pas de ma faute, mais 7 milliards d'habitants sur Terre. Et quand on parle de la biomasse des vertébrés, c'est-à-dire le poids des vertébrés sur la Terre, les vertébrés, c'est quoi? Ce sont les oiseaux, les reptiles, les grenouilles, les mammifères. Les mammifères, c'est nous, les animaux domestiques et les animaux sauvages. Écoutez bien ce chiffre. Aujourd'hui, la biomasse des vertébrés sur la Terre, c'est 98% l'homme et ses animaux domestiques. C'est-à-dire que tous les animaux sauvages du monde ne représentent plus que 2%. Les éléphants, les girafes, les cerfs, les renards. Mais l'homme est une espèce envahissante, très intelligente, mais on ne peut pas continuer comme ça. On ne pourra pas continuer avec 7 milliards d'habitants vivant comme on vivra qu'on transforme notre civilisation. Ça ne va pas être facile. Voilà. Vous avez survolé la Terre entière. Le plus bel endroit, c'est quoi? Chez moi, avec ma famille, de loin. Voilà. Mais la nature occidentale, on cherche toujours des choses très exotiques, elle est très belle. Non, mais aussi. Moi, mon métier, c'est de voler dans les beaux endroits. Ouais. Donc j'ai une chance inouïe. Mais partout, c'est beau. Il n'y a pas d'endroit moche. Il n'y a pas de paysage moche. C'est pas vrai. C'est comment. Et mon travail, c'est d'essayer d'esthétiser, de montrer au mieux possible ce que je suis en train de faire. Et c'est pas si difficile que ça. Et de toute façon, je pense que la vie est belle. D'abord, je vais vous dire une chose. C'est que d'être un écolo, c'est d'aimer la vie et de penser que la vie est belle. Et c'est bien sûr d'aimer les arbres, d'aimer les oiseaux, d'aimer les éléphants, les rhinocéros, mais c'est aussi d'abord de s'aimer soi-même et surtout, c'est d'aimer les autres. Vous n'êtes pas les écolos tristes, les écolos qui font la gueule vous énervent un peu. C'est pas ceux qui font la gueule, c'est ceux qui détestent tout le monde. Voilà, comme ça avance pas, comme l'écologie, en fin de compte, elle n'avance pas beaucoup, faut dire la vérité. Donc ils sont un peu, ils sont frustrés, donc ils en veulent au monde entier. Et je trouve que l'écologie est morte, l'écologie politique est morte, tout simplement parce qu'elle est dans le combat, alors qu'elle devrait plutôt être dans l'amour. Voilà, donc c'est un mot qu'on n'aime pas en politique, l'amour, mais j'y crois beaucoup. Yann Arthus Bertrand, vos films sur Internet sont faciles d'accès, y compris bientôt le film sur la Suisse. Le coup de cœur en Suisse, le plus bel endroit en Suisse, c'était quoi? C'est quand je suis arrivé en haut du Cervin, qui en haut, par chance inouïe, il y avait 2 personnes qui arrivaient, ils sont pris dans les bras, ils se sont embrassés, ils ont regardé comme ça le paysage. Et on est arrivé juste au moment où ils étaient arrivés en haut de la montagne, c'était magnifique. Les chutes du Rhin, ça vous a frappé aussi? Les chutes du Rhin, j'ai trouvé ça extraordinaire. Le pilote me dit, est-ce que tu veux aller voir? Alors je remerciais le pilote, qui a été un pilote formidable. Mais surtout, on va aller voir les chutes du Rhin. Moi, je ne me disais rien. Mais là, j'ai trouvé un endroit, je conseille à tout le monde, à tous les Suisses qui n'ont jamais été, d'aller sur le petit rocher, comme milieu de la cascade. Et de voir les chutes du Rhin. Il y a un paysage un peu romantique du 19e siècle, avec ces énormes rochers, cette nature bouillante, et les visiteurs sont vraiment au milieu. J'ai été soufflé par cet endroit. Grand lancement de la campagne, Suisse Tourisme, il y aura des diffusions partout dans les avions, grand apéro à Paris, vous savez mieux que moi. Plein de choses qui se préparent. La Suisse vue du ciel, on verra sur Internet aussi. Merci Yann Arthus Bertrand. Et allez voir le site de Badao. Et si vous avez nous aider, vous êtes le bienvenu. Merci. Ces enfants ont besoin de nous.